En manchette aujourd'hui, hausse de taxes à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 8 janvier 2026 à l'Imbelle-Humeur, au pupitre. Avant de passer au budget et aux taxes à Saint-Ignace de Loyola, on vous rappelle que la municipalité de Sainte-Élisabeth fait actuellement face à une baisse importante du niveau de ses bassins d'eau. La municipalité voisine de Sainte-Geneviève-de-Berthier demande à ses citoyens de limiter leur consommation d'eau au minimum. De plus, un avis d'ébullition préventif est émis pour les secteurs suivants. Le chemin Robillard, le 941 au 1313 rang Rivière-Bayonne-Sud et du 1256 au 1365 rang Rivière-Bayonne-Nord, et ce jusqu'à nouvel ordre. La municipalité vous recommande de faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. Donc, soyez vigilants. Pardon. Les taxes municipales sont donc en hausse de 5 % à Saint-Ignace de Loyola. En effet, les contribuables de cette municipalité devront payer en moyenne 5,36 % de plus en 2026. On parle ici du compte de taxes que leur acheminera sous peu leur municipalité. L'annonce a été faite le 18 décembre dernier alors que le conseil municipal a adopté le budget 2026. Le budget, qui était de 3 331 428 $ en 2025, passe à 3 528 460 $ en 2026. Les revenus sont ainsi estimés. 1 988 052 en taxes foncières générales, 114 567 au chapitre de la Sûreté du Québec, 138 661 au niveau du service incendie, 741 698 en taxes sur différentes bases, alors que les règlements d'emprunt et autres services devraient générer 288 221 $ et les subventions gouvernementales 257 261 $. Les dépenses budgétées prévues au budget sont les suivantes. 785 603 $ au niveau administration, 622 518 au poste quote-part de la MRC, 256 015 rattachés à la sécurité publique et civile, 544 711 au chapitre des transports, 154 000 à l'hygiène du milieu et aux matières résiduelles, 282 714 à l'hygiène du milieu, eau potable et 96 417 $ à l'hygiène du milieu, la section des égouts. Une somme de 302 088 est liée au département loisirs et culture. Un montant de 357 088 figure au poste de remboursement de la dette à long terme. 2 000 $ sont liés aux frais bancaires et 32 135 sont affectés aux investissements. On écoute les explications de la mairesse Évelyne Latour. Le budget 2026 a été préparé dans un contexte économique plus difficile, marqué par l'augmentation généralisée des coûts, l'inflation, la hausse des quotes-parts de la MRC, ainsi que l'augmentation des coûts liés aux infrastructures et au remboursement de la dette. Pour l'année 2026, les prévisions budgétaires totalisent des dépenses de 3 528 460, lesquelles sont entièrement financées par des revenus du même montant, assurant ici un budget équilibré tel qu'exigé par la loi. Le conseil municipal a fait le choix de la rigueur financière. Aucun nouveau service n'a été ajouté, aucun surplus important n'est disponible pour absorber la hausse des coûts. Les efforts ont été concentrés sur le maintien des services essentiels, l'entretien de nos infrastructures, afin d'éviter des dépenses plus importantes à long terme. Concrètement, la hausse des coûts qui explique l'augmentation du budget 2026 se concentre principalement dans quelques postes majeurs. D'abord, la quote-part de la MRC qui connaît une augmentation importante, soit 11 %.
Il s'agit de coûts imposés par la municipalité sur lesquels le Conseil n'a aucun pouvoir décisionnel, mais qui doivent obligatoirement être financés par la taxe foncière. Ensuite, l'inflation a un impact direct sur l'ensemble des services municipaux. Les contrats, l'entretien, les assurances, l'énergie, les salaires. Donc, respect de l'augmentation selon les conventions collectives des employés. Les remboursements de la dette et les intérêts augmentent également en lien avec les investissements réalisés par le passé pour maintenir nos infrastructures essentielles en bon état et éviter des coûts plus élevés dans le futur. Finalement, certains services essentiels comme l'aqueduc, la sécurité d'incendie subissent eux aussi des hausses importantes, principalement en raison des exigences normatives et des coûts réels de service. Malgré cette pression financière, le Conseil a limité la hausse de la taxe foncière générale à 5,36 %, ce qui représente environ 12 $ par mois pour une résidence unifamiliale de valeur moyenne. Cette hausse est principalement attribuable aux coûts imposés et aux incompressibles, et non à une augmentation des services municipaux. À la lumière de ces explications et conformément au processus prévu par la loi, le Conseil est maintenant appelé à adopter officiellement les prévisions budgétaires pour l'année 2026. Donc, Louis-Charles, vous avez déjà fait l'avis de motion. Oui. Donc, Louis-Charles propose l'adoption des prévisions budgétaires. Est-ce que j'ai un secondaire? Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Les membres du conseil municipal à Saint-Ignace ont aussi adopté le plan triennal en immobilisation pour 2026, 27 et 28. Cette planification est obligatoire et elle est pour 3 années. Elle est estimée, dans le cas de Saint-Ignace, à plus de 7 millions de dollars. Elle mentionne aussi le mode de financement. On écoute un extrait. Dépôt du plan triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Conformément à l'article 953.1 du Code municipal, le conseil d'une municipalité doit au plus tard le 31 décembre de chaque année adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers subséquents. Conformément à l'article 56 du Code municipal, un avis public a été publié le 10e jour de décembre concernant l'adoption des dépenses en immobilisation pour les années 26, 27 et 28. Donc, pour les citoyens dans la salle, pour les citoyens à la télévision, un document sera déposé sur le site de la municipalité qui témoignera de l'explication du budget ainsi que du plan triennal d'immobilisation. Donc, pour le plan triennal, j'aurais besoin d'un adopteur, Mme Chloé Laforêt, en secondaire. C'est vrai mon secondaire aujourd'hui. M. Louis-Vincent Barthes. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 2026, à ce sujet, pourrait donc être une grosse année donc pour le plan triennal, puisque cette prévision prévoit 100 000 $ de travaux au niveau du garage municipal, une contribution du programme de la TEC pouvant s'y rattacher, et 2,1 millions de dollars via un emprunt pour la salle multifonctionnelle. On parle ici de l'Église. Et 3,9 millions pour ce même projet, les fonds devant provenir du programme gouvernemental Le PRACIM. S'ajoute au plan 2026 au niveau travaux publics 100 000 $ pour la rue Saint-Laurent, 140 000 pour la station de pompage des rues de l'École et la Forêt, 15 000 pour le reprofilage du fossé rang Saint-Luc. En loisirs et culture, cette planification cible le centre culturel, 400 000 $ via un emprunt, et l'achat de génératrices avec l'aide du programme de la TEC provinciale 2026, soit un montant de 175 000 $. En 2027, il est question de travaux publics. Les 3 projets pourraient bénéficier de l'argent découlant de la TEC. Donc, on parle de 50 000 pour l'asphaltage de la rue de la Forêt, entre la route 158 et la rue de l'Église. On parle de 20 000 $ pour les fossés rang Sainte-Marie, 15 000 $ pour le reprofilage et changement au niveau des traverses rang Saint-Luc. Et le plan ne prévoit aucune dépense pour le moment. Peut changer l'année prochaine, en immobilisation pour 2028. Sur ce, on passe à la pause.
En ce 8 janvier, aucun anniversaire à souligner. Le grand livre des anniversaires contient une page vide. Peut-être est-ce votre anniversaire, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Eh bien, c'est le cas. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On poursuit en deuxième partie du bulletin par différentes petites informations. Le ministère des Transports informe la population d'entraves sur l'autoroute 40 à la hauteur du pont Charles de Gaulle. Daniel Yvon nous en parle. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce des entraves importantes sur l'autoroute 40 au niveau du pont Charles de Gaulle reliant Montréal et Terrebonne durant la fin de semaine du 9 janvier prochain. Donc, du 9 au 12 janvier prochain, à partir de vendredi soir, 21h30, jusqu'au lundi matin, 4h du matin, une voie sur 3 sera fermée dans les deux directions entre le boulevard Gouin-Est à Montréal et la route 344 à Terrebonne. La largeur de certaines voies pourrait être aussi réduite dans la zone de chantier. La limite de vitesse sera abaissée à 50 km/h et une surveillance policière pourrait être sur place. Un radar pédagogique sera aussi installé pour sensibiliser les automobilistes. Le ministère prévient que des épisodes de congestion sont à prévoir, surtout à certaines heures durant la journée. Les conducteurs sont donc invités à prévoir plus de temps pour leur déplacement. À noter que les travaux pourraient être reportés ou prolongés selon la météo. Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le Québec 511. Les fraudeurs ne prennent pas de vacances. Une fois de plus, on rejoint Daniel qui nous parle de ce sujet. Le mois de janvier est souvent plus calme dans nos achats suite à la folie du temps des fêtes, mais les fraudeurs, eux, ne prennent pas de vacances et continuent de vous harceler. Voici quelques conseils pour vous assurer que vous ne faites pas arnaquer, comme on dit, par des fraudeurs. Premièrement, on vous parle de méfiez-vous des informations sur l'afficheur. Faites attention au numéro de téléphone affiché lorsque vous recevez un appel. Les nouvelles technologies permettent aux fraudeurs de masquer ou de modifier leur numéro réel à partir duquel ils vous appellent en donnant l'impression qu'il s'agit d'un numéro de téléphone de confiance. Deuxième point, n'ajustez pas dans l'immédiat. Donc, ne soyez pas impulsif. Ne confirmez aucune information personnelle ou renseignements bancaires. Ne partagez pas d'informations personnelles ou des renseignements bancaires. N'envoyez aucune somme d'argent. Même si la situation vous semble pressante, prenez le temps de vérifier avant d'agir. Un troisième conseil, justement, validez l'identité de l'interlocuteur. Si l'appelant prétend provenir d'une institution connue, vous pouvez retracer le numéro de téléphone et vérifier à partir de sources officielles comme leur site Internet sécurisé. Si l'appelant prétend être un proche ayant besoin d'aide financière, vérifiez s'il connaît le mot-code secret convenu avec votre entourage immédiat. Donc, soyez prudent et soyez prévenant. Quatrièmement, on dit terminer l'appel. Pour mettre fin à l'appel, prétextez des vérifications à effectuer ou dites que vous n'êtes pas concerné, raccrochez et si vous ressentez de la pression ou des menaces. Donc, comme on a dit tantôt, n'agissez pas rapidement et raccrochez et prenez le temps vraiment de vérifier. Cinquièmement, faites attention aux renseignements publiés en ligne. Soyez discret sur vos réseaux sociaux. Évitez de publier vos préférences et vos activités. Ces informations peuvent être utilisées pour vous contacter. Bref, soyez vigilants. Un clic anodin pour aimer ou liker une publication mensongère permet aux fraudeurs d'obtenir votre nom d'utilisateur et surtout de vous envoyer des messages. Donc, la fraude ne prend pas de vacances et avec le retour de janvier, on vous demande encore d'être prudent. Au niveau culturel, on vous parle maintenant du crapaud. On en parle de façon quand même régulière sur nos ondes. Daniel vous en apprend davantage.
La salle de spectacle Crapaud à Saint-Félix-de-Valois amorce l'année 2026 avec une programmation de janvier qualifiée de foisonnante et audacieuse. La guitare y occupe une place centrale et le public est invité à un parcours musical qui traverse le folk, le jazz manouche, la musique traditionnelle, le blues et les musiques actuelles. Les activités reprennent dès cette semaine avec une veillée de chansons traditionnelles ce vendredi 9 janvier à compter de 19h30. La soirée sera animée par Élie Benjamin et Kevin Nadeau et accueillera deux invités, soit Yves Marion et Christian Thériault, porteurs de traduction de Saint-Côme et anciens membres du groupe Légende. La série est présentée en coproduction avec Promutuelle Lanaudière. Dans la suite de la programmation, le vendredi 16 janvier, le guitariste lanaudois Jean-Sébastien Ricard présentera un nouveau répertoire de musique de composition pour guitare acoustique. Le 17 janvier, le groupe Lost Fingers revisite les grands succès des années 1986 en version jazz manouche avec Lost in 19, donc Lost in 90. Le Crapaud accueillera par la suite P.O.H., Harmonica Orchestra le 23 janvier, les frères Baudry le 24 janvier, puis le bluesman Southside Denis Snyder le 30 janvier. Le mois se conclura avec Babino Chartrand, un duo qui revisite le folklore québécois en mariant violon, guitare, acoustique. Donc, si vous voulez, écoutons justement un extrait de Qu'est-ce qui nous attend le 9 janvier. Il fit manquer la
Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 28 décembre dernier, à 62 ans, est décédé M. Yvon Tremblay, fils de feu Roger Tremblay, de feu Guette Grenier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Paul, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Guy Tremblay, Annie Corouac, Bruno Tremblay, Gaston Tremblay, Annie Arsenault, Lise Tremblay, Françoise Tremblay, Pierre Sarrazin, Claire Tremblay, Yvan Boisvert, Diane Tremblay, Carole Tremblay, Jean Millette, Manon Tremblay, Jean-François Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Yvon Tremblay ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHC, le château à Berthierville, le 28 décembre, à 84 ans, est décédée Mme Aline Desbois, fille de feu Noël Desbois et de feu Élisabeth Roussy, demeurant à Berthierville, native de la Gaspésie. Elle laisse dans le deuil son fils Maurice Desbois, ses deux petits-fils Nicolas et Dean, ses sœurs Paulette, Marjolaine et Denise Desbois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Aline Desbois ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en Gaspésie. À son domicile de Saint-Justin, le 13 décembre dernier, entourée d'amour, est décédée Mme Monique Chapdelaine, épouse de feu Aldo Tadeo. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie Tadeo, feu Luc Vermette, Éric Tadeo, Claudia Lefebvre, ses petits-enfants, Jessica Tadeo, Nicolas Souligny, Mélissa Tadeo, Thomas Piché-Villeneuve, Francis Vermette, Camille Lamarre, Sarah Tadeo, Jérémy Bouchard, Katia Vermette, Benjamin Viau, Alicia Tadeo, Mehdi Kaïd Slimane, ses arrière-petits-enfants, Kaïla, oui, voilà, Souligny Tadeo, Mia Souligny Tadeo, Liam Bouchard Tadeo, Olivier Bouchard, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire à Berthierville, chez le complexe Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, samedi, le 10 janvier, dès 11h. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe, samedi à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 décembre, à 85 ans, est décédée Mme Huguette Leroux, épouse de feu Jacques Jasmin, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Joanne Jasmin, Johnny D'Amico, Mario Jasmin, Marilyn Michaud, Chantal Jasmin, Alain Monpetit, Manon Jasmin, Marco Saint-Laurent, Claude Jasmin, ses 12 petits-enfants, Jason, Maxime, Mathieu, Simon, Danny, Tommy, Vicky, Jimmy, Billy, Léo, Mélissa et Nancy. Ses arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs, Raymond Leroux, du 7 Étu, Carmen Leroux, Gilberte Leroux, ainsi que les membres de la famille Jasmin et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 11 janvier dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour en la chapelle du complexe à 15h. À son domicile, entouré des siens, le 17 décembre dernier, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Jacqueline Bonnet, épouse de feu Fernand Brizard, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son fils Martin, elle laisse dans le deuil ses enfants. Linda Brizard, Carole Vadnet, Bernard Brizard, Michel Pichette, Pierre Brizard, France Chouinard, Marie-France Brizard, Dominique Labranche, ses petits-enfants,
Jessica Vadnet, Manuel Vadnet, William Vadnet, Alexandre Brizard, Nicolas Brizard, Alexis Labranche, Frédéric Labranche et Marie-Camille Labranche, ainsi que leurs conjoints-conjointes, son arrière-petite-fille Maëva, ses frères et ses sœurs, Réal Bonin, Normand Bonin, Denis Bonin, Léopold Bonin, Lise Bonin, Nicole Bonin, Lucette Bonin, Rolande Bonin et Alain Bonin, ainsi que leurs conjoints-conjointes. Son beau-frère Jean-Guy Brizard, feu Jacqueline Sylvestre, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC à Berthierville, de l'hôpital Sainte-Mary à Montréal, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette pour leur soutien et les soins apportés à Mme Bonin. Plutôt que d'envoyer des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le 17 janvier à 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Le 19 décembre est décédée Mme Solange Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois. Mme Rémillard laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Brigitte Carrier et Dany, ses frères et ses sœurs Claude, Francine, Alain et Diane, Jacques Lebeau, ses petits-enfants Christian, Xavier, Guillaume et Laurent, son arrière-petite-fille Asiana, ses neveux et nièces Martine, Éric, Marco, Julie, Marie-Josée, Marie-Claude, Roch, Maryse, Annie, Jacques, Marilyn, Pierre-Luc, Hugo, Patrick et Magali, sa tante Muriel, sa cousine Yolande, Maurice Marchand, ainsi que plusieurs amis et connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses efforts afin de rendre les derniers jours de Solange les plus confortables possibles. En lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à des organismes de vos choix. Vous êtes attendus au complexe funéraire Thériault à Berthierville, vendredi 23 janvier de 19 à 21 h. Et une liturgie de la parole aura lieu à la chapelle du complexe à 15 h. Mme Rémillard reposera ensuite au columbarium du complexe. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -8. Jeudi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -10. Vendredi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de -3, un temps ressenti de -7, moins de 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 5 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 4, un temps ressenti de 1, environ 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -2, un temps ressenti de -5. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là.
Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore?